Du savoir à partager, des voix à écouter. Une chronique de Bernard Saillag de À la Cantorade, en partenariat avec l'Université du Temps Libre de Guichen. Une parenthèse curieuse et vivante pour explorer des sujets passionnants, racontés par celles et ceux qui aiment transmettre. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser. Et bien sûr, Radio Laser, à la suite de la conférence de Charles Frankel. Bonjour Charles. Bonjour. Qui nous a fait une belle conférence sur l'extinction éventuelle, ou en tous les cas où on est le niveau d'extinction des espèces sur notre Terre, donc au niveau de la biosphère. Et puis Michel est là. Bonjour Michel. Bonjour. Et donc nous allons rappeler que bien sûr il y a un certain nombre d'éléments sur les origines de la vie. On parle de LUCA, la Last Universal Cellular Ancestor, la première cellule hypothétique qui aurait existé. Et puis à partir de là, tout un arbre buissonnant de vie, avec des espèces qui s'y sont apparues, et puis d'autres qui disparaissent par des facteurs divers liés à l'environnement, venant parfois aussi de l'espace. Pensons à l'extinction des dinosaures, il y aurait eu 5 ou 6 extinctions, et je pense que Charles va nous en parler un peu. Et puis est apparu l'homme, l'être humain. Avant Homo sapiens sapiens, il y avait Néandertal, certes, on a à peu près 3 à 4% de nos gènes néandertaliens, en nous. Donc à cause de brassage entre espèces. Et puis, eh bien, cet homme a chassé, a pêché, a élevé les animaux et pour diverses raisons à moduler finalement les espèces, et parfois les a fait disparaître. Et puis, beaucoup plus tard, on en parlera sûrement à suivre, eh bien, peut-être que on participe peut-être à la modification, peut-être, en tout cas, à un certain changement climatique avec des modifications du taux de CO2, notamment depuis l'ère industrielle. Alors, Charles, est-ce que vous pouvez nous résumer un peu votre propos je sais que vous allez pouvoir nous faire ça, votre propos d'aujourd'hui à l'UTL. Mais oui, en fait, on a parlé des extinctions d'espèces, c'est-à-dire quand une espèce tout entière disparaît parce que tous ses individus sont morts. C'est là où l'espèce elle-même disparaît. Les espèces, il y en a beaucoup sur Terre, des espèces de plantes, des espèces d'animaux, des espèces de champignons. Il y en a de recensés à peu près 2 millions d'espèces différentes. Et puis, il y en a beaucoup plus que ça qu'on n'a pas encore découvert. Et effectivement, le problème, c'est que de temps en temps, il y a des catastrophes dans l'histoire de la Terre. On a vu beaucoup d'espèces disparaître d'un coup, ça on le sait parce que ils laissent des fossiles derrière eux. Donc on a un registre de ce qui a vécu et de quand ils disparaissent. Et c'est très préoccupant parce que en ce moment, nous, l'espèce humaine, nous dégommons, excusez le terme, beaucoup plus d'espèces que de raisons. Puisque si on voit le processus naturel, par exemple, on devrait perdre une espèce de mammifère tous les 1000 ans, voilà, mais on en a déjà massacré 90 en 500 ans. Donc ça fait 180, quoi, un facteur 180. Ça fait un facteur, voilà, c'est un facteur, alors je pense que je suis trompé, ça doit être 80, donc 160, donc ça fait un facteur 160 d'amplification des extinctions. C'est pas rien. Ça veut dire que vraiment, l'espèce humaine est un agent de destruction massive. Dans effectivement notre conférence, on a parlé d'abord du bilan, effectivement, combien ont disparu, de quels groupes ont été les plus menacés. On voit que, par exemple, les amphibiens sont beaucoup plus menacés que la moyenne, que les mammifères, ça va pas très bien, que les oiseaux, non plus, les coraux, ça va pas bien du tout. Donc voilà, il y a beaucoup de groupes qui sont menacés. Et Charles, selon vous, l'homme est responsable de tout ça? Alors oui, de ce que l'on voit dans les 500 dernières années, c'est clair que l'homme en est responsable directement ou indirectement. Puisqu'on voit avant lui, on a un taux naturel, et puis soudain, cette multiplication énorme coïncide d'ailleurs avec les voyages de grande découverte. C'est là où on commence à détruire plus d'espèces parce que on débarque. Les navigateurs débarquent dans des îles qui n'ont jamais connu l'influence humaine, et chaque île
est un univers. Par rapport à un continent, c'est très intéressant, puisque chaque île va développer, et Charles Darwin l'avait déjà vu quand il étudiait les pinsons d'île en île, chaque île va être un vase clos où des nouvelles espèces vont se développer et se différencier par rapport à celles d'autres îles. Oui, puisqu'elles sont isolées, tout à fait. Elles sont isolées, donc elles vont évoluer en vase clos. Alors, quand vous avez un chasseur comme Homo sapiens qui débarque dans une île pour faire le plein d'eau fraîche, et de fruits et éventuellement tiens d'animaux, ils vont se mettre à chasser les animaux, les tuer et sans faire trop attention, et là vous allez avoir l'extinction. Le dodo est l'exemple, le pigeon des îles Maurice, le grand pigeon des îles Maurice est un exemple symbolique. En 100 ans, les navigateurs les ont tous exterminés jusqu'au dernier. Donc l'homme est très responsable. L'apparition de l'élevage aussi, il y a à peu près 15 000 ans, environ à peu près, a été un facteur de modification d'espèces également et peut-être de disparition, non ? Alors, totalement de modification, puisque... alors on n'a pas inventé de nouvelles espèces. On va dire on a inventé des races, c'est-à-dire des sous-espèces en croisant les animaux de façon raisonnée et logique pour développer les traits les plus favorables pour bête de trait, justement, sans vouloir faire de jeu de mots, ou un animal. Les chiens, évidemment, c'est un exemple fantastique de comment on les croise pour faire des chasseurs spécialisés pour le canard, pour machin, pour chose, ou pour l'agrément. Mais ça reste à l'intérieur de l'espèce. Donc, on n'a pas créé d'espèces nouvelles. On les a manipulées. Alors, je me baladais il y a quelques années déjà, aux zoos de Londres. C'était Desmond Morris qui était le directeur de ce zoo de Londres. Et on vous demandait de vous mettre derrière une barrière, enfin des grillages, à être pris en photo. Il y avait marqué « L'animal, plus exactement, le plus dangereux au monde, c'est bien l'homme. » Eh oui, ça c'est joli. Pour la biosphère. Oui, tout à fait. Parce qu'on affecte les espèces de façon directe par la surchasse, la surpêche, mais aussi de façon indirecte, surtout par la destruction de leur habitat. Ça, c'est vraiment quelque chose d'encore plus grave que la surpêche et la surchasse, c'est qu'on empêche les animaux de vivre. En réduisant leur habitat, en mettant des barrières, en mettant des clôtures, en mettant évidemment des chemins, des routes qui traversent, qui cassent en deux un habitat dont ils ont besoin pour se reproduire, etc. Ils n'arrivent plus à passer pour retrouver la femelle de leur rêve ou le mâle de leur rêve. Ils en ont sûrement. Voilà. En tous les cas, ils n'ont plus de niche écologique, comme on dit, quoi. Oui, c'est ça. On détruit Et puis, il y a un dernier problème aussi, il y a deux autres problèmes. Il y a le réchauffement climatique, qui fait que des animaux n'arrivent plus à vivre décemment dans un certain site, et s'ils n'arrivent pas à en sortir, ils sont piégés. Oui. Donc ça, c'est embêtant. Oui, vous nous avez donné un très bel exemple d'un amphibien au Costa Rica. Vous pouvez nous Oui. ça? Alors c'est un amphibien qui vit dans les forêts brumeuses des montagnes du Costa Rica, et donc il y a beaucoup d'espace au pied de la montagne pour aller de mare en mare pour se reproduire ou pour manger des insectes. Et puis avec le réchauffement climatique, le banc de brume dans lequel ils vivent monte de plus en plus haut, il fait de plus en plus chaud. Et eux vont monter. Il faut monter. Et plus vous montez dans une montagne, c'est comme une pyramide, moins il y a d'espace. C'est un triangle, une pyramide qui commence à se rétrécir. Du coup, les pauvres amphibiens se sont trouvés tous en concurrence autour des rares points d'eau à une certaine élévation, et à trop se fréquenter, en plus du stress sans doute d'être trop nombreux, ils ont chopé, ils se sont retransmis des maladies, justement, qui ont fait épidémie, parce qu'ils étaient trop proches les uns des autres. Ils se sont détruits entre eux, en somme. Ils se sont détruits entre eux. D'une certaine manière. Voilà. Et oui, donc, directement par le parasite. Le parasite qu'ils portaient, et dont ils ont favorisé la propagation en étant trop nombreux. Donc, comme quoi, le réchauffement climatique peut avoir des effets pervers, totalement insoupçonnés. Alors, est-ce qu'il y a finalement une corrélation? L'ère industrielle a commencé vraiment vers 1850 à peu près, quoi. Est-ce qu'il y a une corrélation avant. Un petit peu avant, l'ère industrielle, l'Angleterre, c'est
Fin 18e. Fin des années 1700 pour le Oui, voilà, charbon en c'est ça. Angleterre. Fin 1700. Ouais, ouais. C'est ça, la Oui, révolution merci industrielle. de modifier. Et est-ce que finalement, à cause de cela, des espèces ont disparu ou sont modifiées? J'ai en tête, dans la banlieue de Londres, des papillons qui se sont sélectionnés dans l'espèce pour changer de couleur de façon à ne plus être tout à fait attaqués par les oiseaux. Et donc, est-ce qu'il y a eu des modifications d'espèces ou des disparitions d'espèces depuis cette ère industrielle? Alors, oui, depuis l'ère industrielle, mais en fait, pour toutes les raisons que j'ai citées, il y a les disparitions d'espèces. Alors, elles sont liées à notre train de vie. Et pas directement, bien sûr, à une usine qui recrache du CO2 juste à l'endroit même où vit l'espèce. Mais vous avez cité un très très bon exemple, effectivement, parce que lors du début de la révolution industrielle, on brûlait du charbon, donc l'air était chargé de suie. Il y avait effectivement un papillon, c'était un papillon de nuit, qui vivait sur les bouleaux et qui était blanc. Et donc sur un bouleau blanc, les oiseaux le voyaient pas, mais comme progressivement le bouleau est devenu noir, le pauvre papillon blanc, il est totalement visible et il a pratiquement disparu. Et pareillement, quand on a nettoyé l'atmosphère et qu'on est repassé à des bouleaux blancs, eh bien, les papillons qui avaient survécu, c'était ceux qui avaient muté, qui étaient devenus noirs. Et ben, ils étaient à nouveau, c'était trop visible, ils étaient sur des troncs blancs. Et oui, comme quoi, les activités humaines peuvent, surtout sur des insectes qui se reproduisent très vite, on voit tout de suite l'effet. Oui. Alors, vous avez parlé aussi au cours de votre conférence du taux de CO2 que vous enseignez à l'université du Vermont et que les étudiants, avec l'incitation ou les interactions avec leurs professeurs, ont essayé de faire du zéro carbone. Et donc avec ce souci de moins consommer, de moins libérer de carbone. C'est le souci que l'on a actuellement. D'ailleurs, ça marche bien là-bas, dans cette université? Alors dans cette université-là, oui. Parce que c'est vraiment une bulle dans l'incohérence totale du gouvernement actuel. Et oui, c'est ça, il faut faire de la résistance. Aux États-Unis, c'est absolument terrible. Et ça, c'est un trop vaste sujet pour qu'on en parle, mais qu'on en parle en détail, je veux dire. Mais c'est catastrophique. Ce qui se passe, le fait de renvoyer les spécialistes, d'effacer les données scientifiques. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est criminel. Et vivement qu'on change d'air. Et les scientifiques arrivent à se révolter, arrivent à s'exprimer. Très difficilement. Certains partent carrément. Très difficilement. Ils n'ont pas grand choix. Et s'ils se révoltent trop, ils vont devenir une cible. L'administration Trump va les cibler encore plus et dire celui-là, on va le faire taire. Donc on va s'adresser à son université et dire on vous supprime les subventions si vous virez pas ce prof. Donc il y a du chantage. Il y a du chantage permanent. Mais il y a effectivement des mouvements citoyens et heureusement, en particulier, il y a des États, puisque les États-Unis, heureusement, sont une collection d'États. Oui. Donc certains États peuvent se battre contre le pouvoir fédéral et se rebeller. Et c'est le cas de la Californie, qui est un exemple multiséculaire, non. Mais depuis des dizaines d'années, la Californie sait faire bande à part quand elle n'est pas d'accord avec le gouvernement fédéral. Et les universités elles-mêmes, si elles ne reçoivent pas, justement, si elles ne sont pas liées aux subventions que leur procure l'État, le gouvernement fédéral américain, si elles ont assez de liberté, elles peuvent effectivement faire front et contre l'administration et rester indépendantes. C'est le cas de mon université, heureusement, qui est une université très libérale et qui a beaucoup d'argent. Justement, en particulier en terrain. En étant indépendante. Et ça lui permet d'être indépendante. Et donc les jeunes sont partie prenante dans cette université, mais les autres jeunes américains aussi sont sensibles à l'environnement, à ce problème du taux du changement climatique qui va à une vitesse grand V actuellement. Alors c'est une Amérique à deux vitesses. Vous avez la population qui a accès à la culture, en particulier dans les grandes villes, et puis vous avez l'Amérique que je dirais profonde, mais sans vouloir être méchant, vous avez une population qui a un lavage de cerveau
de la part, par exemple, des radios locales, parce qu'ils lisent pas trop les journaux, donc ils ont collecté les locales et les radios locales, et celles-là sont généralement propriété des grands groupes pétroliers, comme la famille Bush, etc., donc ils font passer leur propagande. Donc vous avez les personnes cultivées, et vous avez les personnes qui sont gardées dans l'ignorance, par la propagande des grands groupes. Et c'est pour ça que vous avez deux Amériques. Alors, on se demande comment ils ont pu élire quelqu'un comme Trump. Eh ben, voilà, la réponse, c'est que, oui, parce qu'il y a plus de 50% des Américains qui vivent sans grande culture, ou c'est pas nécessairement leur faute. Non, pas nécessairement. Voilà, ça leur est imposé plus ou moins. Voilà, on censure leur façon de penser. Et en Europe, les choses sont un peu différentes quand même. Il y a quand même plus cette prise de conscience. Alors, on a la chance d'être, en règle générale, plus cultivés. Je dois le dire, en ayant vécu dans les deux pays. En France et aux États-Unis. En règle générale, le Français moyen, l'Européen moyen est plus cultivé qu'un Américain et se renseigne de façon un peu plus variée, lit les journaux, regarde des émissions intelligentes à la télévision et pas que la télévision Bush. Et il y en a. Voilà. Et il y en a. Et le service public en particulier, qui est attaqué, hélas, en France de façon totalement idiote, alors que heureusement qu'elle est là. Et il faut être sûr que il faut la défendre, en particulier. J'en profite pour le dire. Oui. Et ensuite, dans le cadre de votre conférence, sur la fin, en quelque sorte, vous parlez des solutions, d'être un citoyen écologique. Oui. Ça veut dire quoi en deux mots, ça veut dire ne pas attendre des gouvernements eux-mêmes qui trouvent les solutions aux problèmes, parce qu'on sait très bien qu'ils vont traîner les pieds, qu'ils sont liés souvent aux grands organismes d'argent, aux grandes industries, et qu'ils doivent composer avec tout ça. Les lobbies, etc. Oui, les lobbies, voilà. Et donc, c'est à nous de donner l'exemple, en fait. Et comme je rappelais l'exemple d'une étudiante avec qui je discutais, qui me disait, mais non, mais moi, je ne pèse rien. C'est pas moi qui puis, c'est uniquement les États qui peuvent faire. Et alors, je lui dis non, c'est pas du tout ça. Il faut, de toute façon, que tu donnes l'exemple. Parce que si personne ne le fait, rien ne bougera. Donc, on a tous dans notre attitude. Et le gouvernement est obligé soudain de se rendre compte, par exemple, qu'on n'achète plus tel ou tel produit, et donc ils vont devoir changer leur fusil d'épaule et nous offrir d'autres biens de consommation si on ne consomme plus les choses qui dévastent l'écosystème. Donc on a tous un exemple à donner. Et au niveau citoyen, par exemple, ne serait-ce que quand on a un jardin, alors quand on a une voiture, déjà de la conduire de façon responsable. Ça veut dire, par exemple, conduire moins vite. C'est complètement idiot, ça paraît complètement idiot, mais vous consommez moins de carburant, tout simplement. D'abord, c'est moins dangereux, vous consommez moins de carburant, vous polluez moins, enfin, vous êtes gagnant sur tous les tableaux. Et puis, quand vous tondez votre pelouse, comme je disais, autre exemple, ne la tondez pas à ras, n'en faites pas un terrain de golf, à moins que vous vouliez vraiment commencer un terrain de golf, c'est également votre choix. Mais comme le golf de Monsieur Trump. Oui, alors lui, il en a plusieurs, je pense. En Floride. Oui, il est bien tendu. Et justement, à mon université, pareil, les étudiants se sont battus ils sont allés voir l'administration et pour leur dire, mais arrêtez de tondre tout le campus comme un terrain de golf. Il faut laisser des plantes sauvages pour tous les insectes reproducteurs, tous les insectes pollinisateurs. Et ce qui a été fait, et l'université a accepté de laisser des zones beaucoup plus sauvages. Et pareil, dans un jardin, quand vous tondez la pelouse, laissez une bonne bande de fleurs sauvages, de mauvaises herbes, comme on dit, pour toute la petite vie qui fourmille dedans et qui soutient la pyramide de l'écosystème. Alors, avoir ce genre d'attitude aussi contribuerait à finalement à ce qu'il y ait moins une densité en CO2 moins importante dans l'atmosphère. Oui. Indépendamment des approches scientifiques actuellement qui se développent avec des capteurs à CO2 ou aussi des molécules qui vont piéger ce CO2. Tout à fait. À partir même du plastique. Elles sont fabriquées à partir du plastique. Oui, ça, ce sont des nouvelles techniques de pointe. Ouais. Et donc, utiliser le plastique pour finalement piéger le CO2, c'est intéressant parce que finalement,
on éviterait d'avoir ce qu'on appelle le 6e continent. De plastique. Oui, à mon avis, ça suffira hélas pas. Mais c'est une solution. Et c'est vrai que ça passe par fédérer toutes les solutions. Il n'y a pas une solution. Il faut se battre à tous les niveaux. Alors pour les émanations de CO2 et le réchauffement climatique, c'est clair, il faut en émettre moins. Donc ça passe par ce qu'on fait au niveau de l'État, au niveau du planning d'une région, passer aux énergies renouvelables, beaucoup plus, des choses comme ça. Mais le consommateur lui-même a évidemment son rôle à jouer en consommant moins. Et je vous disais l'exemple de la voiture, en particulier, donc de conduire moins vite, ça émet moins de CO2. L'isolation, il faut en avoir les moyens, évidemment. Tout ça passe par l'argent. Mais beaucoup d'efforts à mettre dans l'isolation des maisons, parce que le chauffage, la quantité de CO2 qui fuit, parce qu'on isole pas bien les maisons qu'on chauffe, voilà, ça peut passer par là. Évidemment, les transports également. Les transports. Absolument. Éviter l'avion, enfin pas l'éviter, mais le réduire. Réduire l'avion. Réduire l'avion, ne pas le prendre n'importe comment. J'avais vu un reportage à la télé l'autre jour là qui était intéressant, où justement un voyagiste qui gère toutes sortes de voyages à travers le monde dit en particulier ça coûte un peu plus cher, mais éviter les vols avec escale qui sont moins chers. On dit pour aller de Paris à Venise, passer par Amsterdam, parce que le ticket est moins cher. Oui, mais vous polluez 2 fois plus. Voilà, mais vous polluez 2 fois plus. Le décollage. Moi, j'irais même plus loin, des grandes compétitions sportives, genre Coupe du Monde. C'est une gabegie effrayante. Oui, surtout quand c'est fait effectivement sur 3 pays, tous les déplacements de joueurs, de staff et compagnie, c'est aberrant. Alors évidemment, ensuite on touche, c'est exact. Ensuite on touche évidemment à la vie des générale et pourquoi est-ce qu'une activité serait plus punie qu'une autre. Mais mais vous avez raison, il y a des efforts à faire dans tous les domaines. Oui. Puis il existe les visioconférences aussi, ça permet. Ça, oui, je crois que la Covid au moins a servi d'exemple on pouvait travailler sans toujours se déplacer sur son lieu de travail. Oui. Alors ça passe par un bon équilibre parce qu'il faut également le contact humain. En bref, est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, on met notre espèce en danger? Vous nous avez parlé du taux d'extinction. L'Homo sapiens sapiens est apparu il y a 300 000 ans à peu près. Normalement, on en a encore pour... Enfin, si on se place sur les courbes que vous nous avez montrées, là, on a encore quelques temps. Normalement, mais ça va dépendre de nous aussi. Ça dépend de nous. Alors, je pense que l'Homo sapiens lui-même n'est pas en danger. C'est sa civilisation qui est en danger. On a connu des civilisations différentes de par le passé. La civilisation industrielle en est une, et elle n'a que 300 ans d'âge. Donc elle est éphémère, franchement, quand tout sera dit, et qu'on regardera le parcours de l'espèce humaine, un extraterrestre viendra faire une thèse sur le déclin de l'espèce humaine, il dira ça a basculé en fait quand il a commencé avec les gaz à effet de serre à détruire son environnement, et c'est là on voit bien la courbe, ensuite ça menait à des guerres, etc. Personne n'est devin, j'ai aucune idée de ce que l'avenir nous réserve. Non, bien sûr. Mais alors que la civilisation aille dans le mur, c'est une possibilité, ça c'est clair. En revanche, l'espèce humaine elle-même, elle a beaucoup de résilience. Parce que nous sommes un animal, d'abord nos ancêtres ont survécu aux grandes extinctions. Beaucoup de choses. Bien sûr. Donc déjà nous avons un profil génétique intéressant. Nous sommes omnivores, nous sommes malins. Donc nous avons beaucoup de possibilités de résilience par rapport à des catastrophes. Maintenant, personne n'est immortel, y compris les espèces, justement. Et donc, il faut faire attention de ne pas scier la branche sur laquelle on est assise, c'est clair. Et puis, également pour l'arbre, ce serait bien de ne pas lui scier sa branche. Quoique, il y a eu cinq grandes extinctions, c'est ça. La dernière, ce sont les dinosaures. C'est ça. Oui. Et qu'un astéroïde vienne nous frapper, ça on ne maîtrise absolument pas. On commence à maîtriser un petit peu parce que on lance des sondes pour étudier les astéroïdes, prévoir sa trajectoire, éventuellement l'intercepter si c'est un petit astéroïde qu'on peut manœuvrer. C'est dans la limite des choses possibles. Un gros astéroïde qui arrive trop vite, genre une comète qu'on n'a pas vu venir, là, on n'a pas les facultés pour la détourner ou quoi que ce soit. Mais bon, les probabilités sont très 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 faibles que ça arrive.
dans le million d'années à venir. Ouais. Alors là, dans le siècle à venir, les chances sont infiniment faibles, mais elles sont pas nulles. Mais vous avez plus de chances de mourir d'un impact horizontal en traversant la rue que de mourir d'un impact vertical. De recevoir un pot de fleurs sur la tête dans la rue. Voilà. En tout cas, voilà, on a encore de l'espoir et on vit avec espoir, ça c'est important. Mais on est responsable. Et on est responsable surtout, exactement, de nos actes et de notre consommation et de consommer intelligemment. Merci beaucoup, Charles Frankel, pour cette belle conférence et pour cette prolongation dans le cadre de cette discussion que nous avons eue, Michel et moi, avec vous. Et on sera content de vous retrouver un jour. On va rappeler le livre que vous avez écrit. Il s'intitule Alors, Extinction du dinosaure à l'homme. Chez les éditions du Seuil. C'est du Seuil. Ouais, il a quelques années, mais il est pas du tout démodé. Puisque je changerai pratiquement rien dedans. D'accord. Donc vous le trouvez chez un bon libraire. Il n'y a pas eu trop à réactualiser en quelque sorte. Non, j'ai fait une version anglaise. On m'a demandé pour l'université de Chicago, je l'ai publié en anglais. D'accord. Donc je l'ai remise à jour à ce moment-là, puisque celle-là elle est parue il y a 2 ans. Ouais. Mais j'ai changé peu de choses. D'accord. Bien, on vous annoncera ça dans le petit article que l'on met avant le podcast sur Radio Laser. Merci beaucoup, Charles Frankel. Merci beaucoup pour votre invitation. On vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end. Oui, merci et prenez bien soin de vous et votre jardin. Respectez la nature, votre jardin, comme disait Voltaire. Cultivez votre jardin, etc. Prenez soin de votre environnement et de vous-même, bien sûr. Au revoir.